Bonjour, Guillaume, Georges et moi allons aujourd'hui aborder le sujet des basculements de régimes démocratiques vers les régimes totalitaires et des régimes totalitaires vers les régimes démocratiques. Tout d'abord, moi je vais introduire le sujet, puis Guillaume va vous parler du cas de l'Europe, ensuite Georges va vous parler du cas de la Russie, et ensuite moi je vais vous parler du cas du monde arabe. Enfin, Georges va conclure et Guillaume va faire une ouverture. Pour introduire le sujet, je pense qu'il serait bon de faire un retour à la définition de chaque terme du sujet, parce qu'en fait, il est nécessaire de distinguer la démocratie des régimes totalitaires. La démocratie, c'est un système politique, une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple. La démocratie, elle est née en Grèce antique, dans la cité d'Athènes. Pourtant, c'est pas avant le XVIIIe siècle qu'est formulée la théorie de la séparation des pouvoirs par Montesquieu et mise en place le suffrage universel, donc aux États-Unis en 1776, qui sont quand même deux des fondements de la démocratie. Le respect des libertés publiques est au cœur même du fonctionnement de la démocratie. En opposition à cette démocratie, nous retrouvons les régimes totalitaires qui peuvent être associés à un type spécifique de régime autoritaire. Donc alors que tous les régimes totalitaires sont nécessairement autoritaires, les régimes autoritaires ne sont pas nécessairement totalitaires. Donc il n'y a pas d'équivalence en fait. Par le monopole des médias, de la culture et de la classe intellectuelle, un régime totalitaire tente de dominer totalement les différents aspects de la vie sociale et privée. À tous les échelons de l'existence, un régime totalitaire établit des mécanismes d'encadrement qui s'appuient sur la suspicion, la dénonciation et la délation. Un régime totalitaire se distingue d'un simple régime autoritaire parce qu'il a pour but d'institutionnaliser globalement sa domination en transformant radicalement l'ordre politique, culturel et économique existant en fonction d'une idéologie homogène et unifiée autour de quelques principes. La prétention d'un tel régime est souvent de construire un homme nouveau qui serait radicalement différent de celui du passé. D'une manière plus générale, un régime politique est dit totalitaire lorsqu'il exerce son emprise sur l'ensemble des activités des citoyens et qu'il abolit ou tente d'abolir toute notion de vie privée. Contrairement à une idée largement répandue aujourd'hui au sein de l'opinion publique mondiale, la pensée et les pratiques démocratiques ne sont pas étrangères au monde arabe contemporain. Dès la deuxième moitié du XIXe siècle, sous l'influence des idées de la Révolution française, les élites ottomanes, arabes et turques ont gagné aux idées de la monarchie constitutionnelle, voire de la République et du gouvernement démocratique. Malheureusement, Britanniques et Français se sont accordés pour se partager les restes du royaume avant même qu'il ne voie le jour. Mais cette trahison de l'Europe ne détourne pas les Arabes de leur choix moderniste et libéral. En réalité, la deuxième moitié du XIXe siècle a été pour l'ensemble du monde arabe une période de grande rénovation culturelle et politique. Ainsi, malgré la domination occidentale, sous forme de colonisation, les élites arabes continuent à défendre une conception libérale et moderniste de la politique. Le combat contre ces dominations étrangères a été mené au nom de la liberté, des droits des nations à disposer d'elles-mêmes, et a été perçu comme un combat pour la liberté. Après la Deuxième Guerre mondiale, le monde arabe a adopté majoritairement le modèle étatique d'organisation et de mobilisation des sociétés, ayant fait à l'époque ses preuves en Europe de l'Est, en Union soviétique et en Chine. Les années 80 vont connaître le décrochement de ce qui peut être qualifié de véritable contre-révolution libérale à travers le monde. Les sociétés arabes n'ont été ni absentes ni à l'écart de ce processus général de libéralisation et de démocratisation. Donc elles ont commencé même un peu plus tôt en réalité, en raison de l'incohérence des bases idéologiques de leur système autoritaire et de la fragilité de leurs économies. Donc dès les années 70, le modèle étatique sur lequel s'est appuyée la croissance économique comme les modernisations sociales montrent ses limites, donc dans la plupart des pays arabes, les années 80 ont vu surgir les appels de l'ensemble de la société civile pour en finir avec les régimes autoritaires. Dans l'idée du changement figure en première position l'idée de la démocratie et des droits de l'homme. Face à cette première vague de contestation démocratique, provoquée par la dégradation de la situation économique et le discrédit politique des régimes mis en place, les pouvoirs n'ont pas eu d'autre réponse que d'écraser leur société et de les empêcher de continuer leur mouvement de revendication. Donc la décennie de 80 était ainsi celle de la grande répression, donc suspension des parlements, suppression des libertés publiques, arrestation par dizaines de milliers des militants de la démocratie et des droits de l'homme, multiplication des disparitions et des assassinats politiques, voire provocation à la guerre civile et à des guerres extérieures comme en Syrie ou en Irak. C'est face à ce blocage politique et l'aggravation constante de la marginalisation sociale et de la paupérisation que, dans un deuxième temps, le mouvement de contestation est passé des revendications démocratiques aux actions violentes avec le but de renverser l'ordre établi, moderne et séculier, républicain ou monarchique, pour le remplacer par un ordre dit islamique, s'inspirant des valeurs qui ont nourri les nouvelles forces islamiques de contestation. Cela dit, c'est l'échec du mouvement démocratique arabe qui annonce la naissance et le raz-de-marée fondamentaliste islamique et non le contraire. Donc c'est les régimes autoritaires mis en place qui vont profiter de cette montée en se présentant comme la seule barrière contre l'obscurantisme islamique. Donc ainsi, même lorsqu'ils sont ni aimés ni soutenus, ces régimes oppressifs arabes continuent de bénéficier de la complaisance, sinon en fait du soutien parfois inconditionnel même du monde démocratique, parce que voilà, c'est le seul moyen de parer l'islam, le monde islamique. Donc ils sont perçus en fait comme le moindre mal. Donc finalement, la stabilité de ce monde arabe est très fortement secouée, rendant extrêmement difficile tout passage à la démocratie. Nous allons maintenant parler de basculement autoritaire européen au XXe siècle, le coup de Prague en 1948 et la transition démocratique espagnole à partir de 1975. Le coup de Prague, basculement pacifique vers l'autoritarisme,
euh, se situe au commencement de la guerre froide. Il s'agit du basculement de la seule démocratie libérale à l'Est vers un régime communiste autoritaire. En 1948, la Tchécoslovaquie, au centre de l'Europe, est une démocratie parlementaire dont le président est Edvard Beneš, un démocrate. Le parti le plus large est le Parti communiste, qui obtient 38% des voix aux législatives de 1946. Celui-ci partage néanmoins le pouvoir avec des socialistes, démocrates ou chrétiens au sein d'un gouvernement de coalition. De nombreux postes importants sont déjà occupés par des communistes, comme l'intérieur, l'information, l'agriculture, les finances et, indirectement, la défense, l'industrie et les affaires étrangères. Bien que le gouvernement accepte à l'unanimité le plan Marshall des Américains, l'opposition de Staline, qui occupe le territoire, stoppe le projet. Par la suite, les communistes tchécoslovaques s'activent pour éviter un rapprochement de l'Occident. En 1948, le ministre communiste de l'Intérieur nomme de jeunes militants communistes à tous les rouages de la police. Par décret, il remplace 8 commissaires de police de Prague par des communistes. Les ministres non communistes exigent le 17 février 1948 l'abrogation du décret. 2 jours plus tard, le Parti communiste appelle ses manifestants à manifester. Ses partisans à manifester. Pour protester, les ministres non communistes démissionnent. Le 22, plusieurs régiments de police effectuent les premières arrestations à Prague, alors que le président Beneš se repose à la campagne. Le 25, il accepte de demander lui-même à Klement Gottwald, Premier ministre, la formation d'un nouveau gouvernement exclusivement communiste. En mai, des élections à liste unique sont organisées, donnant 90% aux communistes. Gottwald devient président et le pays bascule dans l'autoritarisme du bloc communiste. On voit donc ici une prise de pouvoir autoritaire et restant dans le cadre légal. Nous allons maintenant parler de la transition démocratique espagnole. Suite à la guerre civile espagnole, qui s'achève en 1939, Francisco Franco prend le pouvoir en Espagne et instaure un régime autoritaire suivant l'idéologie franquiste. Le 20 novembre 1975, Franco meurt, ce qui entraîne une période de transition pacifique vers la démocratie. Cependant, sa mort n'est pas la fin du franquisme, car les positions importantes de l'État et de l'Église sont occupées par ses partisans. Le lendemain de sa mort, Juan Carlos Ier, son successeur, est proclamé roi d'Espagne. Il exprime la volonté d'une Espagne plus libre et moderne. Cependant, le Premier ministre Carlos Arias Navarro veut garder un régime franquiste. Le roi est pris entre la gauche et le centre, qui veulent un virage radical, et l'armée, la Guardia Civile et le Movimento Nacional, qui refusent plus que de petites retouches à la construction de l'État. Suite à la demande du roi et des manifestations de masse, Arias démissionne et laisse place à Adolfo Suárez, un homme de l'ancien régime, mais qui s'engage à un changement profond du régime. Il présente son programme ainsi. La couronne a exprimé son vœu de faire de l'Espagne une démocratie moderne. C'est ma ferme décision d'y contribuer. En 1976, dans le sillage d'une réforme du droit pénal, la formation de partis est de nouveau légalisée. Au centre de la réforme, il y a une nouvelle constitution qui fait des Cortes, parlement corporatiste, un parlement bicaméral, libre, égal et élu au scrutin secret. Un référendum obtient 95% pour le changement. Ceci marque la sortie du franquisme et un processus de démocratisation. En 1978, une constitution est adoptée, encore en vigueur. L'Espagne devient une monarchie constitutionnelle parlementaire unitaire. Nous avons